Nous en serons au temps des cerises, les gai rossignols, les merles moqueurs seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous en serons au temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour aux robes pareilles, tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises, pendant le corail qu'on cueille en rêvant. Quand vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour. J'aimerai toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune en m'étant offerte ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur. Radio Souffrante, la station des Rapins, sans foi, sans loi et sans courbette, l'émission Araka du 25 mars 2025, qui sera consacrée à un résistant de la dernière boucherie mondiale, Daniel Cordier, qui a été résistant et grand collectionneur d'art. Et nous allons, en suivant, porter notre regard en marge sur l'art et dénoncer les sales coups de la politique politicienne en stock. Bonjour à tous, vous pouvez nous mettre un petit mail sur notre messagerie artracaille@orange.fr ou directement via notre blog artracaille.fr. C'est bon comme un bonbon, c'est doux comme un bisou, plus grand que l'océan, brillant comme le firmament, sourire d'amour, promesse à l'espièglerie, ça chante comme un chant fleuri. Ça se demande pas, ça ne s'achète pas. Le sourire d'amour. Quand rien
pour toi tu peux pas te tromper. Droit en plein cœur, pas celui d'à côté. Quand il est pour toi tu peux pas te gourer. T'es le roi du monde et pas qu'à peu près. C'est bon comme un bonbon, c'est doux comme un bisou, aussi chaud que le soleil, la huitième merveille, sourire d'amour. Sucré comme du caramel, sentiment d'être immortel, ça stoppe les armes, ça tire les larmes. Le sourire d'amour. Quand il est pour toi, tu peux pas te tromper. Droit en plein cœur, pas celui d'à côté. Quand il est pour toi, tu peux pas te gourer. T'es le roi du monde et pas qu'à peu près. Ouais, c'est bon comme un bonbon, c'est doux comme un bisou, ça efface la galère, tu porterais la terre entière, sourire d'amour. Ce petit plissement de frimousse, c'est la vie qui éclabousse, et sacrilège s'il est en danger. Le peuple entier se lève, faut pas y toucher. C'est bon comme un bonbon, c'est doux comme un bisou, ça se demande pas, ça ne s'achète pas. Le sourire d'amour. Flo, le sourire d'un môme. Le petit Pousset. On ne s'afflige point d'avoir beaucoup d'enfants, quand ils sont tous beaux, bien faits et bien grands, et d'un extérieur qui brille. Mais si l'un d'eux est faible, ou ne dit mot, on le méprise, on le raille, on le pille. Quelquefois, cependant, c'est ce petit marmot qui fera le bonheur de toute la famille. La morale que tire Perrault de ce conte populaire pompé de la tradition orale, comme le sont presque tous les contes, que je veux dédier à tous les enfants, petits Poussets, de Gaza. Qu'un ogre immonde et jamais rassasié pourchasse, tue et dévore depuis tant et trop d'années, en toute impunité. La peur du monstre ou l'indifférence du monde, je pencherai pour la seconde option. Les loupiaux de Gaza ne sont pas français, anglais, allemands, italiens, et encore moins américains, russes ou chinois, mais, hélas pour eux, arabes d'un peuple colonisé, avec la bénédiction de l'ONU qui a autorisé l'occupation de la Palestine par des sionistes européens en 1948, au mépris de toute morale, de toute humanité et de toute légalité. Depuis, la loi du plus fort fait son boulot sanguinaire en assassinant par milliers les Palestiniens et surtout leurs enfants. Encore dans le ventre de leur mère et depuis leur naissance jusqu'à l'adolescence et au-delà, le plus souvent possible et sans aucune justification, qu'on pourrait dire sous le simple prétexte du plaisir de tuer, par une armée que d'aucuns ont l'outrageante prétention d'affirmer qu'elle est la plus morale du monde. La moralité à ce bas niveau d'étiage pourrait faire exploser le monde de rire, si ce n'était des enfants qui en crevaient par milliers. Qu'aujourd'hui le président de l'État sioniste, Herzog, se dit choqué de la reprise des bombardements sur Gaza. Mais quand on en connaît la raison, le maintien de Netanyahou au pouvoir, qui a des casseroles judiciaires aux proses, comme le cul d'une voiture de jeunes mariés,
en voyage de noces et que, s'il est jugé, peut le conduire direct en tôle. Pas de salisette. Si on commence à foutre les assassins de Staccabi en cabane, où va-t-on? Bon, d'accord, tu relationnel, par amour contrarié, par passion, qu'on dit. Un malfrat qui zigouille pour se faire un matelas pour ses vieux jours, ça passe. Mais qu'un psychopathe avéré, chef d'un gouvernement de détraqués notoires, qui se livre à des tueries de masse pour sauver sa peau d'un séjour prolongé derrière les barreaux, rien dans la Bible n'en fait un péché puni par la loi. Ni de Dieu, ni des hommes, des enfants. Et alors, ils vont devenir des adultes et donc des terroristes. Et on reproche à la soldatesque et aux politiques de l'État colonial sioniste israélien de pratiquer une chasse préventive à ces mioches en devenir du statut d'adulte. C'est d'un grotesque hallucinatoire. Il y a, si ma mémoire ne claudique pas, une ministre israélienne qui a dit que les femmes palestiniennes étaient porteuses de vipères et qu'à ce titre, il était nécessaire, qu'écris-je normal, de les tuer. Une femme qui avance ce genre de propos, qui n'a pas fait réagir plus que cela les dirigeants des démocraties occidentales, plus préoccupés par le niveau de vie de leur bourgade de beaufs que du sort ignominieux des enfants de Palestine. Un jour, tu verras, on se rencontrera quelque part, n'importe où, guidé par le hasard, mais surtout pas en Palestine, occupé par des siphonnés mortifères notoires qui se prennent pour des élus. Mon cul, pardonnez-moi cette grossièreté, je réponds à cette antienne ubuesque. L'élu, c'est une notion inventée par des tripoteurs d'histoire, qui permet d'excuser la perte d'empathie d'hommes tarés envers ceux de leur espèce moins enfouraillés. Mais s'il suffisait de semer des petits cailloux blancs pour retrouver le chemin de la route de l'amour de sa prochaine, de son prochain. La belle histoire que l'on pourrait raconter aux enfants, le soir, à la veillée. Enfin, pour ceux qui ont encore une cheminée, où un bon feu de bois vous fait griller les côtelettes et réchauffer l'amour des autres. Ouais, c'est ça, c'est ce que tu dis. Elles ont des vipères dans le ventre, de même qu'ils ont dit qu'il n'y avait pas d'innocents à Gaza, quoi. C'est des abominations de cette taille-là. Et là, tu peux raconter là ce qui se passe avec le Shin Bet, là justement. Oui, il y a des manifestations monstres en Israël depuis quelques jours parce que Netanyahou veut virer le chef du Shin Bet. Vous savez, ce sont l'équivalent en France de ceux qui s'occupent de comment dirais-je, service secret. Non, c'est service secret. Oui, mais pour l'intérieur de la Palestine, ils ne travaillent pas à l'extérieur. Donc ce directeur du Shin Bet, d'ailleurs, refuse de démissionner et est soutenu par la Cour suprême israélienne. Alors, on peut se poser la question d'abord, pourquoi les Israéliens soutiennent à ce point ce chef des services secrets israéliens que Netanyahou et son gouvernement unanime veulent virer, et pourquoi la Cour suprême soutient cet homme. Il y a quand même des questions qui se posent à ce sujet, et nous on subodore, enfin avec notre mauvais esprit coutumier, que c'est pour sauver le cul de Netanyahou qui a probablement des inquiétudes au sujet justement de ce chef des services secrets israéliens, qui doit en avoir quelques dossiers pour mettre Netanyahou vraiment dans la mouise. Voilà. Effectivement, ce qu'on imagine, c'est que le Shin Bet a probablement des dossiers plutôt accablants sur Netanyahou, probablement sur ce qui s'est passé le 7 octobre, vu qu'il a été de plus en plus quand même révélé et qu'il y avait des informations qui avaient filtré sur cette attaque du 7 octobre, qu'il y a eu un laisser-faire de la part de Netanyahou. Donc je pense qu'il y a probablement des dossiers très très lourds, quoi. Oui, parce que essayer de nous faire croire que le Shin Bet avait laissé passer cette histoire comme ça, sans réagir, alors que c'est un des services secrets les plus performants du monde, on a quand même un gros doute. Donc il doit y avoir effectivement
un dossier assez compromettant pour l'avenir de ce bonhomme qu'on appelle Netanyahou. Voilà, qui quand même maintient son pays en guerre pour sauver sa peau. C'est-à-dire que la reprise des bombardements à Gaza tient aussi de ça, quoi. C'est-à-dire que tous ces milliers de morts qui, depuis le 7 octobre, ont péri à Gaza, oui, sur les bombardements, la mitraille, les tanks, tout ce que vous voulez, eh bien, tout ça, c'est pour sauver le cul d'un politique. Voilà. Alors, on peut préciser aussi qu'il y a toujours le mouvement BDS qui est sur tous les plans, qui appelle à boycotter Carrefour et qui a beaucoup de magasins, qui travaille beaucoup avec Israël. Et d'ailleurs, apparemment, le chiffre d'affaires de Carrefour a baissé énormément en 2024. Donc j'espère que c'est dû aux actions de boycott. Aux actions de boycott. Ce serait quand même une bonne chose. Et là, il y a une campagne de boycott qui va commencer sur le festival du cinéma français qui doit se tenir en Israël du 20 au 31 mars. Il y a une sélection de 15 films français de l'année passée. Et au regard effectivement de la situation imposée par ce gouvernement d'extrême droite soutenu par les États-Unis, avec tout ce qui se passe à Gaza depuis 18 mois, on demande à ce que la participation de la France à ce festival, que la France ne participe pas à ce festival, pour ne pas passer pour un soutien et montrer une fois de plus sa complicité avec ce régime colonial qui pratique donc l'apartheid, le nettoyage ethnique et le génocide. Alors dans les actus que j'ai vues la semaine dernière, c'est pareil, une tribune dans Le Monde d'un collectif de 200 personnalités qui, une fois de plus, veulent souligner que l'antisionisme est un antisémitisme actif. Donc il y a des signataires comme Elisabeth Banater, Aurore Berger, Emmanuel Valls, Attal, Cazeneuve, Anne Hidalgo et compagnie. Donc c'est absolument une aberration, cette tribune. Je mettrai le lien sur le blog. Alors ils se vantent de rappeler que l'État d'Israël a été créé par une résolution de l'ONU. Ce qui garde bien de dire, c'est qu'il y avait également un droit au retour des Palestiniens et se garde bien de raconter toutes les résolutions de l'ONU qui n'ont pas été respectées par Israël. Donc c'est complètement tronqué et c'est vraiment scandaleux aujourd'hui de republier ça dans le monde. Alors, non mais c'est des négationnistes tous ces gens-là. Ils nous font des sacs avec raison du négationnisme fascistes, etc. Mais eux, ils font pas mieux. Non. Ah ouais, non, c'est... puis quand on voit qui est signataire il y a de cette tribune, voilà, on peut quand même avoir des gros doutes. De même qu'en ce moment, il y avait des discussions sur ce qui devait être voté justement sur l'INHRA, sur l'assimilation de l'antisionisme à l'antisémitisme. Donc je sais pas ce que les votes ont donné, mais c'est vraiment très très grave de faire passer les antisionistes pour aussi des révisionnistes et des antisémites, quoi. C'est vraiment ce qu'on inculque de plus en plus dans l'esprit. Ouais, surtout que leur source d'information, c'est le CRIF. Alors, je vais vous dire, le CRIF, voilà, si le CRIF est neutre dans cette histoire-là, là, je me l'ai fait, enfin bref, je veux bien me pendre tout de suite, quoi. Voilà, le CRIF, c'est une agence israélienne en France, voilà, qui diffuse que des fake news, comme on dit maintenant, c'est à la mode, hein. Voilà, c'est tellement ubuesque, c'est tellement grand-guignolesque, ces positions de ces soi-disant personnalités françaises, personnalités autoproclamées quasiment pour toutes, quoi, voilà. Non, moi je préfère écouter les commentaires au bistrot du coin, et pour moi ils sont beaucoup plus fiables que les délires qui accusent tous les gens qui sont indignés par la situation en Palestine d'antisémites, quoi. Oui, parce que même là, quand même Macron, soi-disant, est offusqué de la reprise des bombardements, tant qu'on n'aura pas directement des mesures financières claires, on peut toujours dire « ah, c'est pas bien » et taper sur le bout des doigts, quoi. Ça n'a absolument aucun impact. Hein. Oui, au lieu de laisser faire le boulot à l'UJFP, etc., avec le boycott, avec BDS et tout ça, qu'il y ait un BDS national, voilà. Et puis qu'on arrête d'avoir des taxes privilégiées pour Israël par rapport à son commerce avec l'Europe. Enfin, les sanctions financières, on sait les faire quand c'est la Russie. Là, on se... Ah oui, voilà. Là, Poutine, là, il en prend plein la gueule avec raison. Mais Netanyahou et ses comparses mortifères, ils devraient en ramasser plein la tronche
comme Poutine. Alors sinon, moi je suis abonnée à Fakir, et là, dans le dernier Fakir, il y a un article intéressant justement qui revient sur ce qui s'était passé quand François Ruffin a fait son film Merci Patron. Il avait eu un succès incroyable, c'était la première fois que Ruffin faisait un film comme ça qui mettait en scène un couple qui était dans la panade suite à des licenciements et qui ne pouvait plus payer sa maison, et donc Ruffin avait tout un montage pour faire en sorte qu'il puisse être indemnisé par Bernard Arnault. Voilà. Et donc en fait il y avait eu un espionnage, en fait Fakir et Ruffin, enfin les bureaux de Fakir avaient été espionnés par Squarcini et les barbouzes de LVMH, et en fait il y a eu un procès et ils ont été condamnés. Et là, ce qui est important, c'est que c'est quand même la condamnation d'un système, c'est celui où la première fortune de France avait quand même filé plus de 2 millions d'euros à l'ancien premier flic de France, un Squarcini, pour espionner un journal indépendant et son rédacteur en chef. Car oui, Squarcini et les barbouzes de LVMH ont été condamnés par le tribunal correctionnel de Paris. Condamnés pour avoir fait suivre, écouter, infiltrer, espionner Fakir et François Ruffin à l'époque de Merci Patron, et pour avoir utilisé quand même les moyens de l'État à cette fin. Donc ils sont condamnés à 4 ans de prison, dont 2 fermes et 200 000 € d'amende pour Squarcini. 3 ans de prison, dont 1 an ferme pour ses complices, Hervé Sévéno et Jean-Charles Brizard, et 2 ans, dont 6 mois ferme pour Albert Fatta, exécuteur des basses œuvres. Donc ce sont quand même les moyens de l'État français qui avaient été détournés contre la presse pour faire taire un canard, et c'était quand même quelque chose de scandaleux, parce que la police et les services de renseignement français avaient quand même été utilisés au profit de l'homme le plus riche, c'est-à-dire au profit de Bernard Arnault, donc avec des méthodes quand même dignes d'un film mafieux. Il y avait des taupes infiltrées au sein de Fakir qui rapportaient les échanges des réunions, qui fouillaient les poubelles, qui transmettaient les mails et qui prenaient des photos pour établir un trombinoscope. Donc leur condamnation est quand même une bonne nouvelle. Bon, ils vont peut-être faire appel, mais en tout cas, c'est quand même, ça fait quand même plaisir. Alors lui, Bernard Arnault, bien sûr, comme lui c'est ses sbires, il échappe à tout, mais Squarcini condamné, ça fait quand même un peu plaisir, quoi. Et il y a un autre article dans Fakir là qui concerne les fermetures de classes qui sont annoncées pour 2025. Il y aurait près de 5000 fermetures de classes annoncées en France pour 2025. Donc effectivement, c'est une agonie, une hécatombe silencieuse dont les déflagrations s'étendent au-delà de l'école sous couvert de gestion budgétaire de nos dirigeants. Et c'est surtout la ruralité aussi qui va trinquer, hein. Des petites écoles qui fonctionnaient vont être fermées, des fois même avec l'accord du maire qui va pas plus que ça se battre pour sauver ces écoles. Et en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que derrière, c'est il y a Édouard Philippe, le député d'Horizon, donc le parti d'Édouard Philippe, qui a joué les intermédiaires pour Excellence Ruralité. Et Excellence Ruralité, c'est un réseau privé avec des mécènes comme L'Oréal qui s'installent dans les campagnes pour développer des établissements dans les territoires ruraux défavorisés. Et donc, depuis 10 ans, cette organisation a multiplié par 10 son parc d'établissements en France. Privé ? Oui, et dans les colonnes du Berry républicain, Loïc Kervan s'explique, c'est vrai, je leur ai transmis des contacts dans le cadre de leur venue au Chautais et à Bessel-le-Fromental, donc ce sont des communes, hein, et parce qu'il est intéressant que ce genre de réseau ait connaissance des jeunes ruraux et de leurs problématiques, je partage avec elles, donc avec Excellence Ruralité, le constat que l'éducation prioritaire ne prend pas suffisamment en compte la ruralité et ses spécificités. En tout cas, voilà, on va arriver à un système à 2 vitesses. Le système des écoles publiques complètement affaibli par des suppressions massives de postes et de classes, ou des fermetures d'écoles où les gamins devront faire je ne sais pas combien de kilomètres pour aller à l'école. Et en même temps, la montée en puissance d'un système privé qui s'installe là où l'État a fermé toutes les écoles. Ça, c'est alors au moment où il y a quand même des scandales comme Betaram et toutes les écoles privées, on peut quand même se méfier de tout ce qui est privé. Et c'est payant. Bah oui, des écoles payantes, mais qui vont être subventionnées par l'État. C'est-à-dire que ça sera sûrement des écoles sous contrat. Donc c'est quand même très très inquiétant, quoi. Et donc je voulais revenir sur la dernière chose. Moi j'aime bien regarder l'actu réfractaire.
qui est un journal sur le net, qui est fait par toute une équipe de Bretons de Guingamp. Et tous les jours, il y a entre 8 et 10 minutes d'infos qui sont documentées, vérifiées. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est de l'indépendance. Et là, il revenait sur tout ce qui a concerné Hanouna et ce que Mediapart a lâché dans son nouveau dossier. Hanouna comme diffuseur de haine et de menaces, qui a été pris hors antenne à menacer justement ses chroniqueurs. Et donc c'est vraiment, il a même organisé un lynchage d'un de ses chroniqueurs dans les loges quand il y avait encore C8, et c'est vraiment c'est glaçant. Ces menaces sont des menaces quasi de mort, de cassage de gueule. Enfin, donc il a quand même pas mal d'hommes de main. Donc voilà, je voulais revenir brièvement là-dessus, quoi. Oui, mais en fait, en fin de compte, ces gens-là, si tu veux, ça rappelle le garde du corps qu'avait le couple Macron, là. Oui, Benalla. Benalla, c'est tout à fait le même genre. Même style. Voilà. Ils se permettent tout parce qu'ils ont une force soutenue par un milliardaire complètement, lui aussi complètement taré, quoi, voilà. Il se croit tout permis, et puis, parce que je suis sûr en même temps qu'il y a beaucoup de politiques qui doivent rire sous cap, le soutenir d'une manière ou d'une autre, quoi, voilà. Non, j'ai été assez stupéfait que l'autorité l'Arcom vire cette émission. Là, je suis un peu bluffé. Par contre, je suis aussi bluffé qu'ils aient viré Énergie 12, parce que je vois pas ce qu'ils pouvaient lui reprocher. Bon, en tout cas, Hanouna a quand même retrouvé du boulot ailleurs, et lui a suffisamment de réseaux pour se placer et continuer à diffuser sa haine partout dans les médias. Voilà. Qui appartient aussi à Bolloré, et donc... Et malgré qu'il y ait des gens sur la 6, enfin les équipes rédactionnelles ne sont pas d'accord, ils sont bien obligés, s'ils veulent bouffer, voilà, c'est ce qu'on appelle ça, on appelait ça dans les années de guerre, la dernière, la collaboration. Et ça n'a pas quitté la France, la collaboration, elle existe toujours. Et je pense que là, on voit bien avec les histoires, avec la Russie, avec les États-Unis et tout ça, là, ça leur redonne un petit peu une certaine vitalité au collabo. Ouais. Ce qui est dommage, c'est qu'il y ait un public des gens qui écoutent. C'est ça, ça qui est gravissime, quoi. Voilà. Ah oui, c'est ce qui faisait la base de la collaboration, c'était le grand public, hein, faut pas, le grand public qui ne torturait pas, qui ne tuait pas, mais qui était indifférent à ce qui est arrivé aux gens qui ont subi les rafles du Veldi, du billet vert, etc., quoi. Je passe à peine d'un talk show à l'américaine, un truc plein de polémiques, de mauvais goût et de séquences obscènes. Geoffroy, le chef du JDD, est venu me chercher. Il m'a dit je sais ce qu'il te faut comme émission de télé. Je te le dis tout de suite, ça se passe sur C8, là où la pensée n'est pas encore trop déconstruite. C'est une bonne place pour défendre notre terre. Tous ces woke bien pensants qui veulent croiser le fer. J'ai prié 2 semaines la statue de Saint-Bolloré. J'ai sacrifié au moins 200 paquets de feuilles au CV. Et puis n'écoutant que ma foi, je leur ai envoyé mon CV. Solène Royal la fête devrait pouvoir y arriver. J'ai du courage et plein de blagues macho. À côté de moi, Bia passera pour Victor Hugo, car c'est la première fois pour moi que j'affronte le CSA. Et j'espère être digne de la tribu d'Hanouna. Dans la télé, oh, d'Hanouna, la lia, dans la télé, oh, on relève le niveau dans la télé, oh, d'Hanouna, la lia, dans la télé, oh, ah, c'est autre chose que Vernon. Puis j'ai été recruté chroniqueur à TPMP. J'ai su que j'étais à ma place dès la première journée. On s'échappe sur un sujet d'une importance extrême. Pour ou contre la couleur de peau de la petite sirène. Ici la pensée est libre, on part de tout sans détour. Surtout d'Éric Zemmour et puis d'Éric Zemmour. Je regarde ma tribu et la fierté gagne mon front. C'est comme les Avengers mais version bidochon. Quand le chef rigole, tout le monde rigole. On boit ses paroles, ses vannes sexistes ou homophobes. Et quand un député s'amène et critique Bolloré, on lui dit de niquer sa mère, c'est ça la liberté. Bolloré c'est notre dieu, t'es mort si tu prononces son nom. C'est comme Voldemort mais croisé avec un breton. C'est pillage en Afrique et sa main mise dans les médias. Y a des choses qu'on dit pas dans la tribu d'Hanouna. Dans la télé, oh, d'Hanouna, la lilala, dans la télé, oh, parfois ça vole pas très haut dans la télé, oh, d'Hanouna, la lilala, oui à côté, oh, Francis Lalanne fait un télo.
Je me suis réveillé en sueur, mon Dieu, c'était un cauchemar. J'ai vérifié 10 fois qu'il n'y avait pas Yann Moix de placard. Pour en avoir le cœur net sur le net, je me suis renseigné. J'ai vu que mon rêve était en dessous de la réalité. Humiliation, menace, chantage à tour de bras. Il règne sur son clan comme un gourou de secte de yoga. Interview hors la loi des policiers non déclarés. Depardieu est un violeur, c'est juste qu'il est bourré. Depuis 14 ans que cette tribu se réunit, ils ont reçu assez d'amendes pour combler l'aide du pays. Moi j'ai encore le rire d'Hanouna qui résonne dans ma tête. Faut que je déchiffrer des lettres. Cher public, j'espère que vous pardonnerez cette goguette qui a le flot de Jean-Michel Blanquer en cours de stretch. Dites-vous que pour l'écrire, j'ai dû apprendre sur le bout de doigt la fiche Wikipédia de la tribu d'Hanouna. Dans la télé, oh, d'Hanouna, dans la télé, oh, on crame des millions d'euros dans la télé, oh, d'Hanouna, je change de chaîne, oh, et merde, je tombe sur Pascal Pro. La tribu d'Hanouna, les goguettes en trio, mais à 4.